Bonjour, je voudrais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs de cet événement et de l'invitation qu'ils m'ont faite pour intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences. Alors, comme vous pouvez le constater, donc mon sujet porte sur un sujet tout à fait historique, c'est sur le lien entre la Révolution haïtienne et la Révolution française. Alors, ce sujet relève normalement deux paradoxes. Deux paradoxes parce que tout d'abord, c'est un sujet qui porte sur une page d'histoire de France peu connue ou méconnue en France. Si je parle ici d'une page de l'histoire de France, c'est parce que Haïti fit partie de l'empire colonial français et fut même la colonie la plus riche et la plus prospère de cet empire. Les causes de l'ignorance ou la méconnaissance de cette page d'histoire se trouvent dans la nature et les caractéristiques de cette révolution qui était en contradiction avec les pensées dominantes de l'époque. La révolution haïtienne a été un événement inouï, imprévisible pour le colon, mais aussi incompréhensible et impensable à proprement parler pour les philosophes et les historiens. Pendant longtemps, tant les préjugés sur une prétendue incapacité des Noirs à accepter au sens de la liberté étaient forts à l'époque. Il fallait donc taire la révolution haïtienne parce qu'elle n'était pas intégrable dans les dispositifs traditionnels de pensée sur le monde et l'histoire. Le second paradoxe est lié au fait que la révolution haïtienne est étroitement liée à la révolution française, non seulement parce que la révolution française a eu un impact considérable sur les conditions d'émergence de la révolution haïtienne, mais surtout par le fait que celle-ci, la révolution haïtienne, est la réalisation concrète des idéaux portés par la révolution française. C'est ce que nous allons essayer de démontrer. Mais tout d'abord, pour qu'on puisse bien savoir de quoi on parle, qu'on puisse vraiment situer le champ de notre sujet, je voudrais faire avec vous un petit peu d'histoire et de géographie. Alors, donc ce point est essentiel parce qu'il arrive souvent que les gens confondent Haïti et Tahiti. Donc lorsque j'interroge mes interlocuteurs, donc ça m'amuse toujours. Donc Haïti, c'est l'île que nous voyons ici, qui fait partie des Grandes Antilles. C'est le pays qui occupe le tiers occidental de l'île Hispaniola. Donc c'est au cœur des Grandes Antilles. Donc, à côté, à l'est, nous avons la République dominicaine. Alors, comment ce bout de territoire, comment cette île est-elle devenue une île à frontière? Comment est-ce qu'on est parvenu à une île, donc fait situation tout à fait unique dans la géopolitique mondiale, comment est-ce qu'on est parvenu à avoir cette île qui est divisée en deux États. À l'ouest, nous avons la République d'Haïti et à l'est, nous avons la République dominicaine. Alors, comme vous êtes censé le savoir, au départ l'île était occupée par des indigènes, par ce qu'on appelait les Indiens. Lors de son premier voyage, Christophe Colomb a débarqué pour la première fois sur cette île qu'il a baptisée Hispaniola. Il a fondé une colonie dédiée à la couronne de la reine d'Espagne, qu'il a baptisée Hispaniola, qui veut dire Petite Espagne. Donc là, nous sommes en 1492. Mais très vite après cette découverte, ce territoire va être disputé à l'Espagne par d'autres puissances coloniales européennes comme l'Angleterre et la France. Dès 1625, donc la France fait des incursions sur ce territoire, souvent repoussées par l'Espagne, et
en 1641, la France a réussi à s'établir à l'île de la Tortue, que nous voyons au nord-ouest de l'île, fondant la colonie qui va être la colonie française de Saint-Domingue. Et en 1641, les colons français arrivent à s'établir sur la partie occidentale de la Grande Terre. Là, donc, il y a toujours des conflits entre l'Espagne et la France parce que l'Espagne n'accepte pas la présence française sur l'île. Et en 1697, dans le cadre du traité de Ryswick, l'Espagne reconnaît officiellement donc, la partie occidentale à la France. Donc là, nous avons officiellement une colonie française qui s'établit sur l'île qu'on appelle généralement Hispaniola. Donc, à partir de 1697, donc, nous avons l'île avec donc, deux États. Donc, à l'ouest, nous avons la colonie française de Saint-Domingue, deux colonies, pardon, et à l'est, nous avons la colonie espagnole de Santo Domingo. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la colonie française de Saint-Domingue. Comment était organisée normalement cette colonie? Socialement, c'est une colonie qui est organisée suivant des critères épidermiques. Donc, socialement, dans la colonie, on a trois classes basées sur des critères relatifs à la couleur de peau. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les blancs, propriétaires de terre et d'esclaves. Et puis en dessous, au second palier de la pyramide, nous avons les affranchis, donc, qui sont des métis, un mélange de colons blancs et de femmes noires africaines arrivées sur l'île. Ils sont généralement propriétaires de terres et d'esclaves aussi, mais ils sont dépourvus de droits civiques et politiques. Donc, les Blancs, généralement, n'acceptent pas que les affranchis, qui sont des sans-mêlés, aient des pouvoirs civiques et politiques sur l'île. Et puis, au bas de l'échelle, nous avons les Noirs, notamment de condition esclave. Donc, dans les Noirs, il y a aussi des libres, mais la majorité est plutôt de condition esclave. Donc, dans cette colonie, les Noirs sont normalement en majorité. Ils sont en majorité, c'est la population la plus importante de la colonie. Donc, en 1789, on comptait environ 500 000 à 700 000 esclaves pour 28 000 blancs et 30 000 mulâtres, 30 000 métis. Donc, c'est pour vous dire le rapport démographique entre les différentes classes de la colonie. Donc, dans cette colonie, l'économie est surtout basée sur le système de l'esclavage. Le système de l'esclavage qui est régi depuis un certain temps par le Code noir. Le Code noir qui fait de l'esclave un bien et une propriété de son maître. Donc, ce Code noir régit la vie coloniale et les rapports sociaux, même à l'arrivée de la Révolution française en 1789. Donc, en 1789, nous avons la Révolution française qui va accoucher de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 1er dispose « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Donc, cette déclaration va faire ressortir toutes les contradictions de la France au sein de ces colonies qui demeurent esclavagistes et ségrégationnistes. Donc là, la France va avoir une sorte d'épine dans le pied, puisque cette déclaration qui parle les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit, ne va pas s'appliquer aux populations qui vivent dans les colonies françaises et notamment à Saint-Domingue. Mais cette exception, l'exception des acquis de la Révolution aux colonies françaises, s'enracine dans les limites de la philosophie des Lumières
au niveau de la manière de considérer la définition de l'homme. C'était là tout le problème. Hein? Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce que quand on dit les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit, de qui parle-t-on? Donc là, c'était une limite dans la façon de considérer la notion de l'homme à l'époque. L'homme de la Déclaration des droits est conçu comme l'homme occidental dont les paramètres se reconnaissent dans la langue, la religion, le type d'organisation familiale ou la raison. C'est-à-dire que, étant considéré comme un bien meuble et un être incapable de penser sa liberté, l'esclave noir ne pouvait donc bénéficier des acquis sociaux, civiques et politiques de la Révolution. Même si on doit reconnaître qu'il y avait certains abolitionnistes en France, surtout les révolutionnaires, comme l'abbé de Saint-Pierre, qui militaient pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Mais les nouvelles de cette Révolution française, qui est pleine de promesses, arrivent dans la colonie de ces domaines, provoquant une sorte de remise en question de toute l'organisation politique et sociale de la colonie. C'est-à-dire, toutes les classes vont commencer à repenser, à remettre en question ce type d'organisation hiérarchique selon la couleur de sa peau. Nous avons tout d'abord les libres de couleur, les affranchis, les libres de couleur qui vont avoir comme revendication l'égalité des droits civiques et politiques avec les blancs, mais ils vont vouloir de l'autre côté maintenir le système de l'esclavage. Donc c'est cette attitude qu'on appelle généralement de réformiste. Donc ils revendiquent des revendications, ils revendiquent des droits, les mêmes droits, l'égalité des droits civiques avec les blancs, et veulent maintenir les noirs dans l'esclavage. Et de l'autre côté, nous avons les colons blancs qui veulent maintenir le statu quo, maintenir le préjugé de couleur et maintenir l'esclavage. C'est une attitude qu'on appelle, dans l'histoire de cette révolution, une attitude réactionnaire. Et puis, de l'autre, nous avons les esclaves qui réclament l'abolition de l'esclavage et de la ségrégation. Donc, à l'époque, nous sommes en 1789-1790, donc les libres de couleur et les blancs s'affrontent violemment sur le territoire de ces domaines. Il y a des luttes violentes entre ces deux classes pour réclamer l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et puis, en même temps, il y a aussi des affrontements entre eux, c'est ce qu'on appelle l'arme de la dialectique, à Paris, au sein de l'Assemblée, pour faire valoir leurs droits. Les blancs sont représentés par le plus Massiac, et puis donc les hommes de couleur, les affranchis, sont représentés par la société des citoyens de couleur. Donc les esclaves, eux, ils vont profiter de cet affrontement violent, des affrontements violents entre ces deux classes, entre les deux maîtres, pour se faire entendre. Donc il va y avoir un troisième acteur. Donc en France, c'est quand même intéressant de faire ce lien. En France, nous avions donc le clergé, le tiers-état et la noblesse. Donc là, nous avons aussi trois classes, donc les blancs, les affranchis et les esclaves. Donc là, les esclaves, ce fameux tiers-état, ce fameux tiers-colonie, donc va créer une brèche pour se faire entendre. Donc là, dans la nuit du 22 au 23 août, il va y avoir donc une sorte de révolte générale des esclaves de Saint-Domingue pour réclamer l'abolition générale de l'esclavage dans la colonie.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Donc, les esclaves, ils ont pris les armes et ont saccagé toutes les grandes villes de la colonie. Ils ont massacré, ils ont saccagé les grandes villes, dont la principale ville qui était le Cap-Français, dans le nord. Donc, face à cette révolte, donc, la République en France va envoyer 3 émissaires à Saint-Domingue et une force expéditionnaire de 6 000 hommes pour imposer l'égalité des blancs et des mulâtres. Donc là, les députés français ont acquis l'idée que voilà, donc il devrait y avoir une égalité entre les mulâtres, entre les métis et les blancs, ce que les blancs de la colonie refusaient. Donc là, les commissaires ont pour devoir de faire respecter donc, cette décision qui a été prise, donc une loi qui a été prise le 4 avril 1792 à Paris. Ils ont pour mission de faire respecter cette loi dans la colonie et en même temps rétablir l'autorité de la France et, ce qui est surprenant pour l'époque, renvoyer les esclaves dans leur plantation. Donc là, la République avait quand même une brèche de proposer également donc, l'abolition de l'esclavage. Donc au départ, la mission des commissaires, c'est de rétablir l'esclavage, rétablir l'ordre, rétablir l'autorité de la France. Donc, les esclaves, eux, ils vont refuser, ils vont résister à cette volonté des commissaires pour rétablir, pour maintenir les Noirs dans l'esclavage, donc en menaçant de faire sauter la principale ville qui était le Cap-Français. Donc ils avaient conquis la principale ville de la colonie qui était le Cap-Français. Donc ils ont menacé de faire sauter la ville, donc si tout à fait, si les commissaires voulaient maintenir l'esclavage dans la colonie. Face à la résistance des esclaves, donc les commissaires, dont principalement Sontonax, va faire ce qu'on appelle la proclamation de l'abolition générale des esclaves dans la colonie, le 29 août 1793. L'abolition générale des esclaves dans la colonie que la République en France va accepter, parce que les commissaires avaient plein pouvoir de décider au nom de la République. Donc là, nous avons quand même une première abolition. Donc l'esclavage, c'est fini dans la colonie. Donc la proclamation de Sontonax précise quand même, reprend l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Donc c'est quand même un phénomène pour l'époque, c'est une révolution. C'est une révolution parce que 1 an plus tôt, on ne pouvait pas le penser, 2 ans plus tôt, on ne pouvait pas le penser, et là maintenant, donc nous avons donc, tous les esclaves qui vont devenir, selon la proclamation, donc, des citoyens français à part entière. Donc, c'est cette révolte générale et cette proclamation qui marque le début de la révolution haïtienne. Parce que quand on parle de révolution haïtienne, on parle quand même de la période allant de 1791 à 1804, qui marque la création de l'État d'Haïti. Donc, mais quand on parle de révolution haïtienne, il est important quand même de souligner les caractéristiques de cette révolution. Première caractéristique, c'est une caractéristique antiraciste ou antiségrégationniste. Quelle était la principale revendication des esclaves? C'était pas de préjugés de couleur, donc il y a une seule race, donc il y a un seul être humain, donc il n'y a pas de différence à établir entre les hommes de la société. C'est une révolution anticolonialiste
contre le pouvoir colonial. C'est pour cela que la proclamation de la liberté, de la libération générale des esclaves, donc, va faire passer la colonie du stade de colonie au stade de département français. Donc ils ne voulaient plus entendre parler de cette affaire de colonie. Et puis c'était une révolution anti-esclavagiste. Donc pour les esclaves, donc, on ne pouvait parler de liberté qu'en parlant de liberté générale des Noirs. Il est aussi important de souligner que, donc ça c'est un premier rapport que cette révolution va faire à la Révolution française. C'est un apport sémantique, un apport linguistique autour de la formulation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui va être publiée en 1793. Hein, il y avait une déclaration en 1789, il va y avoir une autre en 1793, puisque donc, les événements de Saint-Domingue, voilà, donc, vont obliger les députés à reconsidérer donc, la notion de liberté et d'égalité. Donc ça c'est la première, ça c'est le premier rapport de la Révolution haïtienne à la Révolution française. Hein? Donc quand on parle de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on voit généralement 1789, mais là, en juin 1793, donc là ils vont reformuler, on va passer de les hommes à tous les hommes. En 1793, l'article 3 de la DDHC dit que tous les hommes sont égaux. Première chose à souligner, tous les hommes sont égaux par la nature, par le fait même d'être homme, peu importe la couleur, peu importe la classe, peu importe la race, et devant la loi. Donc devant la loi va être une pour tous les hommes dans la France métropole ou dans ces territoires d'outre-mer. Donc tous les hommes, on passe de 1789 qui disait les hommes qui se limitaient donc, aux hommes donc de la métropole aux hommes blancs, on va passer à tous les hommes en 1793. Donc, et deuxième apport de cette révolution, de la révolution haïtienne à la révolution française, c'est l'universalisation de la révolution française. Donc on va passer à une révolution qui était, la révolution avait vocation à être universelle au départ, certes, mais donc ne s'appliquait pas donc, aux hommes, à tous les hommes dans les colonies, c'est-à-dire en fonction de leurs États. Donc nous allons passer donc, à une déclaration des droits de l'homme applicable surtout à la métropole, à une déclaration des droits de l'homme qui va s'universaliser, c'est-à-dire qui va s'appliquer à tous les hommes. Donc, il va y avoir quand même une rupture. Donc c'est l'arrivée de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte va vouloir rétablir l'esclavage dans les colonies. Donc, cet épisode va pousser, donc Napoléon Bonaparte va envoyer quand même donc, une expédition de 30 000 hommes dans la colonie, dirigée par son beau-frère Leclerc, donc, pour rétablir l'esclavage de la colonie de Saint-Domingue. Donc là, il va y avoir une deuxième résistance donc, des citoyens de Saint-Domingue, donc qui vont repousser les forces françaises et vont proclamer le 1er janvier 1804 l'État d'Haïti. Donc, quand on parle de révolution haïtienne, on voit d'abord 1791 et tous les événements qui sont suivis, et surtout 1804 qui crée pour la première fois un État noir. Un État donc, dirigé par d'anciens esclaves. Donc, le fait est tout à fait inédit dans l'histoire. C'est la première fois qu'on va voir ça dans l'histoire. Donc, on va avoir pour la première fois donc, un État au sens moderne du terme, donc dirigé par des anciens esclaves et par des Noirs. Donc, cette révolution donc, va se faire le devoir, tout d'abord, d'exporter la révolution haïtienne et la révolution française. D'exporter tout d'abord
dans la Caraïbe, les autres pays de la Caraïbe. Il va y avoir des groupes, des militaires haïtiens, des groupes haïtiens qui vont aller dans les autres colonies pour essayer de faire des séditions, pour se sauver contre la colonisation. Et ensuite, dans l'Amérique du Sud, parce que le premier chef d'État haïtien est aussi le premier président de l'État d'Haïti, donc ils vont donner des munitions et des armes, que ce soit à Miranda ou à Simon Bolivar, pour propager la révolution dans l'Amérique du Sud, d'abord au Venezuela, ensuite en Colombie, ensuite au Mexique, etc. Donc, c'est cet apport, en fait, notamment que Haïti a donné à la Révolution française, donc cet apport d'appliquer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen à tous les hommes, et aussi d'exporter au-delà des frontières de la métropole donc cette révolution. Voilà, j'espère que nous aurons le temps d'en discuter davantage, et je vous remercie de votre écoute.